Découvrez les métiers de la photographie et de l'exposition. Un podcast réalisé par Karine Aubin pour le BUS, Espace culturel mobile, dans le cadre de l'appel à projet Infométiers, initié par la région Occitanie. Je m'appelle Estelle, j'ai 36 ans. Ça fait 11 ans maintenant que je travaille ici, à Lieu Commun. Alors Lieu Commun, c'est un grand espace industriel qui fait plus de 1000 m², qui est situé dans le quartier Bonnefoy, donc à Toulouse, derrière la gare. Donc historiquement, c'était un atelier de confection textile. Le quartier Bonnefoy, on le sait peu, mais par sa proximité avec la gare, il a été marqué par une histoire cheminote. Mais il y a énormément de familles qui sont venues s'installer ici après la guerre d'Algérie. Donc c'était le cas ici, c'est la famille Ben Sadoun qui s'est installée ici, qui a monté cet atelier, où il y avait à l'époque une 60aine de personnes qui travaillaient ici, des femmes. Et nous, on a récupéré ce lieu en 2007. On a ouvert notre première expo en juin 2007. Donc Lieu Commun, c'est une association, c'est une mutuelle de 3 assos, qui toutes les 3 avaient été créées à la fin des années 90, et qui se sont mutualisées en une seule en 2005. Donc ici, on fait de l'art contemporain. Alors, on est un lieu un petit peu particulier parce qu'on n'est pas un musée, on n'est pas un centre d'art parce qu'on n'a pas le label qui va avec. On va dire qu'on est un laboratoire, on est un peu une structure entre deux. Et ici, nos missions, on a 3 missions principales, c'est la diffusion de l'art contemporain. Donc ça peut prendre la forme d'exposition, d'édition, d'événements. La production de l'art contemporain, ça veut dire qu'on donne des moyens aux artistes pour produire leurs œuvres, donc des espaces, des conseils, des outils. Et la sensibilisation à l'art contemporain qui est mon métier, puisque je suis ici à Lieu Commun, responsable des publics. Alors, est-ce que c'est pareil que médiatrice culturelle ? C'est un petit peu différent, c'est-à-dire qu'on est quand même dans des métiers qui sont assez peu définis, puisque ce sont des métiers qui sont nouveaux. Il faut savoir que la médiation culturelle, c'est un métier qui existe uniquement depuis les années 80-90, c'est très récent. Et au final, on se rend compte qu'en France, il y a, en fonction des lieux, en fonction des personnes, il n'y a jamais le même titre, jamais le même nom de poste. Donc, comme je suis toute seule ici, je suis responsable des publics parce que je suis médiatrice, mais je suis aussi à la conception des médiations que je mets en place. Si on était dans une plus grande structure, plus institutionnelle par exemple, il y aurait une forme hiérarchique entre une responsable ou un responsable des publics, et ensuite, en dessous, même si le terme n'est pas joli, mais en tout cas, en dessous, il y aurait des médiateurs culturels qui, eux, sont face publique. Il y a des médiateurs qui sont que face publique, et il y en a d'autres comme moi qui sont médiateurs, mais qui conçoivent aussi leurs propres actions de médiation. Donc ça veut dire qu'ici, je pilote tout ce qui est en lien avec les publics. Donc il y a vraiment 2 volets dans mon métier ici, à la fois l'accueil des publics et l'animation et la conception de tout ce qui s'y passe en nos murs, autour des expos, mais pas que. Et en dehors de ça, j'imagine aussi des projets qui se font à l'extérieur, qui ne sont pas en lien avec les expositions. Et là, bien sûr, je fais aussi de la médiation, mais il y a beaucoup d'administratifs. J'ai un parcours un peu atypique. Parce que finalement, dans mon métier, dans la médiation, il y a beaucoup de gens qui ont fait des études d'art, donc profil plutôt école des beaux-arts, et d'autres personnes qui ont plus un profil universitaire, histoire de l'art. Aujourd'hui, alors à l'époque c'était pas le cas, mais aujourd'hui comme c'est un métier, on va dire qui est un des plus, dans le secteur artistique, qui est un des plus présents, puisque plus accessible, plus de besoins, on a plus besoin de médiateurs que de directeur artistique par exemple. Directeur artistique, il en faudrait 1 par structure, ça suffit. Médiateur, si la structure est grosse, il en faut 2, il en faut 3, ça dépend. Donc aujourd'hui, avec ces besoins-là, il y a des formations qui commencent à exister en France et qui sont spécialisées dans la médiation culturelle. Mais moi, je viens pas du tout de là. J'ai fait une fac d'espagnol, parce que j'adorais la langue espagnole, la culture espagnole. Tout en sachant très bien que les études universitaires en espagnol allaient me mener à être prof, et je voulais pas l'être, mais j'avais envie de voir ça.
J'ai vécu 3 ans en Espagne. Même si l'art m'a toujours intéressée, mais pas de là en faire un métier. Et après ces 2 années passées en Espagne, je suis revenue en France et j'ai fait un master professionnel qui était nouveau à l'époque à Bordeaux, qui s'appelait, je crois, Master d'ingénierie de projets culturels. Donc en réalité, il n'y avait pas du tout de cours sur la médiation. C'est pas un métier que j'ai appris à l'école. Voilà. De toute façon, il ne s'apprend pas à l'école, d'après moi. Voilà. Et en fait, ici, c'est mon premier emploi. Voilà. J'ai fini mes études, donc bac plus 5. J'ai cherché du travail, j'ai galéré pendant presque 1 an. J'ai répondu à une offre d'emploi ici qui au départ était juste un contrat court, un contrat aidé de 6 mois à temps partiel. Et voilà, je suis là depuis. Ce métier continue de me plaire, je l'adore même, mais je suis pas persuadée, comme je connais pas d'autres endroits, de l'aimer ailleurs. Mais peut-être que je me trompe, tout simplement parce que je projette quelque chose qui est faux. Mais ce que j'aime en plus de mon métier ici, c'est qu'on est une petite équipe, on est 4. On a un fonctionnement très horizontal, c'est-à-dire que personne n'est le chef de quelqu'un d'autre. Donc ça, je pense que c'est quand même pour moi, c'est un avantage. Même si parfois je me dis ça doit être plus simple quand on a un patron parce qu'on est moins responsable, voilà, mais ça non plus je connais pas, donc je peux pas dire. Après bien sûr il y a des questions qui se posent aussi, c'est que comme je suis dans le secteur associatif, on fait aussi le choix de peu se payer. Donc à 36 ans, gagner le SMIC, parfois ça pose question. Voilà, on se dit mince, est-ce que c'est pas un peu bête quand même? Est-ce que ce serait pas mieux de gagner un peu plus d'argent? Il y a aussi l'implication que ça demande, parce que justement, comme on n'a pas de patron, on est les seuls responsables de la somme de travail qu'on se donne à faire. Donc parfois c'est trop. Mais avec le temps, on apprend aussi. Après, ce métier, il est important pour moi parce que je le mets dans la case des métiers de la transmission qui dépassent l'art, au même titre que je mettrais un enseignant, par exemple. Et je pense que c'est des métiers qui sont indispensables, encore plus aujourd'hui, où on est dans une société d'image. Et où nous, ici, on fait de l'art contemporain, donc des arts visuels, donc on traite, on montre, on parle d'images. Et quand on voit notamment des jeunes générations qui sont nées avec un téléphone dans la prolongation de leurs mains, qui consomment ou qui subissent en permanence des images, je pense que c'est encore plus important que jamais que de leur montrer des images et qu'on en parle. Avec les enfants et les jeunes, il y a quand même des choses qui se passent et c'est aussi c'est à la fois une frustration et à la fois une fierté dans ce métier. C'est qu'une fois que la visite est terminée, ou l'atelier est terminé, ou la rencontre avec l'artiste est terminée, le public s'en va. Et on ne sait jamais qu'est-ce qu'on a planté, qu'est-ce qui s'est passé. Surtout quand on parle d'un public adolescent, par exemple, on sait très bien qu'il y a une timidité dans l'expression de ses sentiments, dans ses pensées. Et du coup, parfois, c'est compliqué de se dire, bon, je sais pas... Parfois, on a l'impression qu'une visite s'est pas bien passée. Et en réalité, oui, il s'est passé des choses. Voilà. Souvent, on a l'habitude de dire que les médiateurs qui débutent, ils sont le plus à l'aise avec les enfants, au final. Parce que les enfants, on va dire jusqu'au collège, à peu près, sont toujours partants. Et tout ce qu'on leur donne, ils le prennent. Voilà. Le public adolescent, même au lycée, quand je dis adolescent, c'est grand ado, c'est pas forcément facile à cause de ça. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe, ils veulent pas forcément parler. Et en même temps, c'est un défi de discuter avec eux, mais je suis assez persuadée que ça les bouscule un peu, quand même, ce qu'on peut voir. J'ai vécu, je peux parler d'une situation, on avait fait à l'époque, il y a 4-5 ans, un partenariat avec le musée des Augustins à Toulouse, qui est le musée des Beaux-Arts, et où le principe c'était d'inviter un artiste contemporain qui travaille avec une classe, donc là c'était une classe de CM2, à partir d'une partie de la collection du musée. Donc montrer aussi comment l'histoire de l'art, c'est une continuité et qu'un artiste contemporain aujourd'hui, il est connaisseur de l'art d'avant. Et donc on a amené cette classe qui était du quartier Ampalo à Toulouse. Et bon, évidemment, on s'est retrouvé au musée des Augustins avec des peintures, avec des corps nus, des statues
nus. Et on a eu des enfants qui se sont mis les mains devant les yeux, ont crié en disant « Non, je vais aller en enfer ». C'était fort comme moment. Ça aurait pu être un rejet, c'était un rejet. Mais tout le défi a été de leur expliquer pourquoi, et là on ne parle pas d'art contemporain, pourquoi ces personnages étaient représentés nus. Parce que si on voulait montrer qu'on savait bien dessiner, c'est plus efficace avec quelqu'un de tout nu, parce que ça veut dire qu'on connaît l'anatomie, qu'on a eu un modèle, que quelqu'un avec des habits. Enfin, rien que ça, de leur expliquer des choses très simples. Et c'est très fort ce qui s'est passé à ce moment-là, parce que les mamans qui les accompagnaient, de confession musulmane, avec des signes religieux, on a réussi à discuter, et on a réussi à apaiser la situation, sans que ce soit vécu comme une violence. Et c'est dans des moments comme ça que je me dis que ce métier, il est important. Quand j'étais petite, je voulais être avocate. Je voulais défendre des gens. J'ai toujours aimé comprendre, en fait. Et je le vois plus d'une autre manière, ce qui m'a amenée à ce métier. Quand j'étais petite, mon grand-père, espagnol, qui ne parlait jamais espagnol, on faisait un repas de famille chaque année après Noël, où il y avait tout le monde. Il parlait jamais espagnol, sauf ce jour-là. Quand à la fin du repas, que tout le monde avait un peu bu, etc., il voulait raconter des blagues salaces aux adultes. Et pour pas que les enfants comprennent, il les disait en espagnol. Et ça, je vois plus ce moment-là comme fondateur dans mes envies personnelles et donc qui m'amène à ce métier-là. J'aime pas comprendre. J'aime pas qu'on se comprenne pas. Je pense que c'est ce qui m'a amené aussi à faire des études d'espagnol, à aller ailleurs. Parce que finalement, parfois, on n'a pas le même langage. On peut ne pas être d'accord, mais on est ensemble. Enfin. Et je pense que c'est ça qui me plaît aussi dans la médiation. C'est une forme de recherche de compréhension. On va venir voir une œuvre, on va la rejeter, on va pas la comprendre, elle va rien nous faire peut-être. C'est permettre à la personne, quand je l'accueille ici, non pas qu'elle soit d'accord avec moi, non pas si elle aime pas cette œuvre qu'elle se mette à l'aimer, mais de lui donner les clés, toutes les clés, pas celles qu'elle avait en rentrant, pour se faire son propre avis. Et je vois plus là le fondement de ce qui me plaît dans ce métier. Alors aujourd'hui, il y a des formations qui sont assez récentes. Je suis pas spécialisée dans ces questions-là, mais je sais qu'il y a par exemple à Toulouse une licence en médiation culturelle. Donc ça existe. C'est quand même plus souvent des cursus après la licence, des cursus en master, mais qui sont, je pense notamment à un master qui est à l'université Jean Jaurès à Toulouse, qui est théorie, régie et médiation, quelque chose comme ça. Donc ça touche un peu à tous les métiers. Mais en réalité, je suis assez convaincue, bien sûr qu'il y a des choses à savoir sur la politique culturelle, sur plus effectivement, alors moins la médiation que chargé de projet, comment on fait une demande de subvention pour monter un projet. Évidemment que ça s'apprend, on peut avoir des notions théoriques. En médiation aussi, mais la médiation c'est avant tout un savoir-être, c'est une envie. Et bien sûr il y a des astuces, bien sûr il y a des choses à apprendre, hein, c'est pas ce que je veux dire, on n'est pas médiateur né, ça n'existe pas. Mais je pense que ce sera difficile d'imaginer une formation à la médiation culturelle qui forme à 100% à ce métier. De la même manière qu'un enseignant, oui il a une formation, mais tant qu'il se retrouve pas devant une classe, il aura pas eu 30 situations, 30 anecdotes, 30 histoires personnelles en fait qui le feront avancer, c'est un peu le même principe. Ce métier m'occupe beaucoup. Bon, évidemment, surtout après ces 2 années très particulières quand même, où on le sait peu quand on n'est pas dans ce milieu-là, mais certes on a fermé au public, mais en fait on n'a jamais autant travaillé, parce on a toujours fait comme si on allait réouvrir, et surtout il a fallu trouver de nouveaux modes pour garder le contact avec nos publics qui pouvaient plus venir ici, nous qui pouvons plus proposer de choses comme on avait l'habitude de le faire, mais on va dire j'ai un contrat de 40 heures,
Donc il peut m'arriver de travailler 40 heures quand je le décide, parce que je me débrouille bien. Il peut m'arriver de travailler 60 heures, il peut m'arriver de travailler plus, parce qu'on a un vernissage, donc comme on est un lieu associatif avec un fonctionnement un peu familial, on va le dire, voilà, on fait le ménage, on range, on va faire des courses parce qu'il faut acheter des chips, voilà. Donc je peux avoir aussi des amplitudes comme je travaille avec les publics scolaires. Les publics scolaires arrivent à 9h, donc il peut m'arriver de faire des journées où je vais commencer à 9h, donc être là à 8h30 pour installer un atelier et partir à 21h parce qu'il se trouve qu'on aura eu un petit concert ou une rencontre avec un artiste, une ouverture au public. Mais après, on a ici la souplesse et la possibilité de s'organiser et de rattraper notre temps. C'est-à-dire je gère mon temps. Si j'ai beaucoup travaillé une semaine, je me dis bon stop, j'étais en permanence d'expo le samedi, mais lundi je travaille pas. Voilà, je me le gère. Par rapport au salaire de ces métiers, tout dépend de là où tu travailles. On va dire qu'il y a deux statuts dans nos métiers. Il y a le statut associatif, qui est quand même un des plus représentés. Les centres d'art, par exemple, sont des associations. Et il y a ensuite l'institution. Donc dans le milieu institutionnel, comme c'est de la fonction publique, à poste équivalent, il y a un salaire qui peut ne pas être le même s'il n'est jamais très haut en médiation, mais même dans d'autres métiers, quoique, la direction artistique, il n'est jamais très haut, mais on peut progresser, on peut passer des concours, on peut aller plus loin. Mais je pense pas qu'on gagne de toute façon, à moins de travailler au Palais de Tokyo, dans une énorme institution, 4 000 € par mois en faisant le métier que je fais. C'est pas de toute façon, le milieu artistique est rarement rémunérateur. Si on veut être riche, c'est pas vers là qu'il faut aller, je dirais. Si on veut, alors après aujourd'hui, j'en ai parlé déjà avec des lycéens, quand je disais que je gagnais le SMIC, et je leur disais voilà, le repère psychologique pour moi, c'est que c'est le prix du dernier iPhone en fait. Et donc c'est sûr que quand on leur dit ça, ils se disent ah ouais, c'est ce que tu gagnes par mois, c'est le prix d'un téléphone. Ben ouais. Mais après voilà, dans nos structures associatives, hors institution, y a aussi un problème plus fondateur, c'est qu'il n'y a pas de convention collective qui est propre à l'art contemporain. Si dans le spectacle vivant il y a l'intermittence, où il y a un barème, mais qui a été conquis aussi par les gens qui se sont battus pour ça, pour maintenir ça, dans notre milieu il n'y a pas de convention collective, donc c'est calqué sur une convention collective qui ne ressemble pas du tout à nos métiers, c'est la convention collective de l'animation, donc de l'éducation populaire, et qui sont pas à la base des grosses rémunérations. Là, ce qu'on entend, c'est Nadia von F, qui est en train de gratter un mur, qui a fait, je pense qu'il a dû passer 8 à 10 couches d'encre de Chine sur un mur, et qui, sur le principe de la carte à gratter, est en train de dessiner en enlevant l'encre de Chine sur le mur pour faire réapparaître le blanc du mur, un paysage, si j'ai bien compris, avec des feuilles. Et ce qui est intéressant, et c'est aussi pour ça que ça fait du bruit, c'est que c'est elle qui a fabriqué ces outils. Donc c'est des outils très rudimentaires, un bout de miroir avec une ficelle autour d'un bâton. Mon quotidien, lycée sur l'année, parce que ça dépend si on a des expos ou pas, donc je vais pas me baser sur les 2 dernières années, mais on va dire que c'est moitié bureau, moitié public. Donc la moitié bureau, c'est si je veux faire un projet, monter un projet dans une école par exemple, je vais d'abord faire un travail de veille pour avoir de l'argent pour faire ça. Donc qu'est-ce qui existe ? Donc ça veut dire entretenir des liens avec les institutionnels, donc les personnes qui nous financent, la mairie, le ministère de la Culture, la région. On cherche, voilà, les appels à projets. Alors avec le temps, on cherche moins, parce qu'il y a des choses qui sont récurrentes et on le sait. Donc ça, c'est cette partie-là. Ensuite, si je me dis, tiens, je vais monter un projet dans une école, il va falloir que j'imagine ce projet. Donc sur quel thème je vais travailler ? Avec qui ? Avec des petits, avec des grands ? Avec quelle école ? Cette école, est-ce que dans l'appel à projet, je suis censée la connaître ? Oui, non. Alors sinon, il faut que j'aille chercher des écoles
Ça veut dire qu'il faut que je rencontre des potentiels partenaires. Ça, je le compte comme travail de bureau, même si en soi, c'est déjà un petit peu de la médiation. S'il y a des artistes qui interviennent, il faut que je pense à des artistes qui, d'une part, vont aller bien avec le public auquel je pense, et est-ce que leur travail va correspondre au thème que j'aurais déterminé pour telle ou telle action. Une fois que j'ai fait ça, il faut remplir cet appel à projet, faire des budgets, donc ça veut dire établir un calendrier d'action, être connaisseur du contexte dans lequel on va monter ce projet, c'est-à-dire que si je fais quelque chose dans une école, je sais que ce projet va passer par une commission, donc je connais les programmes scolaires. Bien sûr, une fois que ce projet est en route, s'il a été accepté, eh bien je l'anime, je le coordonne. Donc ça veut dire que je vais mettre en place le planning des artistes, je vais venir avec eux, au moins sur les premières séances, parce que c'est pas forcément facile. Être auprès des enseignants, alors je prends l'exemple du projet scolaire, mais il y a plein d'autres types de projets. Être auprès des enseignants pour les préparer à l'arrivée des artistes, pour discuter avec eux, voilà ce qui a été prévu dans le projet, mais est-ce que vous voulez vraiment qu'on fasse ça ? Ah ben non, parce que nous, notre salle, elle permet pas ci, pas ça. Voilà, organiser un peu plus le projet de manière concrète. Et bien sûr, une fois qu'il est fait, en faire les bilans auprès des partenaires et auprès des institutionnels. C'est très résumé, mais voilà. Et ensuite, l'autre partie bureau, c'est préparer tout ce qui va se passer ici et pour lesquels les publics vont venir. Donc, je sais que j'ai une expo en septembre, j'ai commencé à potasser l'expo. Je me renseigne sur les artistes, sur leurs œuvres, je lis des livres, je regarde des vidéos, je lis les biographies, je cherche des images, je mets en place toute une documentation. Et pour moi, mais qui aussi pourra servir au public éventuellement si je considère que c'est pertinent. Quand des artistes seront là, je discuterai avec les artistes. Et quand on sera un petit peu plus près de l'expo, je vais aller envoyer l'information à les personnes que j'ai envie de faire venir. Je vais envoyer l'info, et là c'est plus que de la communication, je vais pas juste donner l'info et débrouillez-vous, vous venez. Je vais appeler tel centre social en lui disant bon mais là il y a une expo qui va commencer, ça pourrait vous plaire, voilà, ou téléphone ou mail ou envoyer parfois une info tout simplement parce que je sais que c'est des gens qui viennent de toute façon. Donc ça c'est ce travail-là. Je vais aussi imaginer comment construire une visite autour de cette expo, et je vais aussi imaginer comment faire des ateliers de pratique artistique auprès de tous les publics. Et donc ça nous amène à la deuxième partie de mon travail, dans, on va dire, alors 50% évidemment quand on n'a pas d'expo, non. 50% c'est vraiment quand il y a une expo, l'accueil du public individuel, on a 20 000 visiteurs par an à peu près, et les visites de groupe, les ateliers. Et je suis en salle en fait, je suis avec l'exposition la plupart du temps quand il y a une expo. Il y a beaucoup de beaux moments. Je me souviens notamment, c'était une de mes premières visites. J'étais pas à l'aise, enfin c'est normal, je débarquais là, et on mène tout un travail sur le quartier. Et je fais l'inventaire un peu de toutes les assos qu'il y a sur le quartier. Et je trouve qu'il y a une asso de seniors qui s'appelle Ensemble à tout âge. Bon, à tout hasard, je les appelle ou je leur envoie un mail, je sais plus à l'époque. Et elles me répondent. J'ai une réponse. Je me dis, bah oui, on va venir. Bon. Et me voilà, ce groupe de mamies, hyper rigolote, dynamique, voilà, qui débarque sur une expo où le thème c'était l'hybridation. Donc il y avait des choses pas évidentes, il y avait un artiste qui a pour habitude de mixer des animaux empaillés. Donc moitié coq, moitié âne, enfin bon, ça peut être étrange quand on n'est pas habitué, et puis même ça peut représenter une violence symbolique qu'on maîtrise pas. Et là il y a une des mamies dans un socle avec une vitre au-dessus, un peu en forme de carré on va dire, il y avait un crâne de bélier peint en rouge par un artiste à la bombe. Et je savais pas trop, j'étais un peu embêtée, je savais pas trop comment aborder cette œuvre qui était un peu morbide quand même. Et puis même en plus cette œuvre elle m'intéressait pas vraiment au final. Et il y a une des mamies, Renée, qui me dit mais c'est incroyable, mais moi je faisais ça quand j'étais petite, je récupérais quand je vivais en Ariège, dans la montagne là, qu'on marchait partout, on récupérait souvent des crânes de bélier comme ça, puis on les ramenait à la maison. Et ça c'est un moment fort parce que je l'oublierai jamais.
D'abord parce que ces mamies, elles continuent de venir, ça fait 10 ans, et René est plus là aujourd'hui. Elles viennent toujours, et maintenant c'est rigolo, parce qu'en plus comme on se connaît, elles sont très dissipées, c'est-à-dire que plus ça va, moins elles parlent de l'expo, quoi. Elles sont plus en train de parler de leurs prothèses de genoux, mais alors ma chère, on a des nouvelles et tout. Mais bon, c'est toujours un très bon moment. Mais c'est surtout un moment où j'ai compris, enfin, où j'ai arrêté de prendre au sérieux tout ça. Non pas que je le prenais au sérieux avant, mais de me dire, voilà, c'est pour reprendre la citation de Robert Filiou, l'art, c'est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art. Et j'ai vraiment compris ça à ce moment-là. C'est-à-dire que voilà, la médiation, c'est aussi l'art, ce n'est qu'un prétexte pour amener tout simplement à du lien social et à porter un regard sur le monde. Voilà. Cette mamie, ce jour-là, elle connaissait rien à l'art contemporain, elle s'en foutait en plus royalement, et elle a sans doute raison, je sais pas, c'était son problème en tout cas. Mais cette œuvre-là a eu un écho, et on a pu parler pendant 20 minutes de leur enfance à toutes, et on n'avait plus rien à faire de l'expo, c'était pas grave. Mais il s'est passé quelque chose à ce moment-là. Et ça, c'est un moment dont je me souviendrai très longtemps, je pense. Des ressources qui peuvent être intéressantes si on s'intéresse à l'art ou à sa médiation. Alors d'abord, la première chose, mais à visée très, très professionnelle, on va dire, il existe en région Occitanie un réseau qui s'appelle le LMAC, qui est le Laboratoire des médiations en art contemporain, dont je suis présidente, et qui regroupe la 50aine de personnes qui en Occitanie sont en charge de la médiation en art contemporain. Donc ça, c'est un endroit très intéressant où on peut trouver beaucoup de ressources, beaucoup de témoignages, et qui peuvent sortir un peu de choses un peu classiques aussi. C'est-à-dire qu'on invente des choses, on invente des médiations un peu autres. Mais ça, je dirais que ça s'adresse plus à des personnes qui sont déjà dans un cursus universitaire, ou qui sont même en poste, puisque c'est des outils qu'on utilise nous. Après, pour qui s'intéresse à l'art, je dirais simplement aller en voir. Voilà. Il faut se faire une culture personnelle, et dans cette culture personnelle, tout est bon. Après, il existe plein de ressources à partir du moment où, si on va au Centre Pompidou à Paris, évidemment, c'est un endroit inratable. Le Louvre, c'est inratable, mais il y a plein de petites choses qui sont tout aussi intéressantes. Mais je dirais que c'est un peu comme c'est la construction du goût, c'est un peu la même chose. Plus on mange de choses, plus on sait ce qu'on aime. Et je pense que c'est pareil dans l'art. Et je serais d'avis que voilà, moi je suis pas par exemple spécialisée en art contemporain, et je suis pas certaine que ce soit un handicap, pas du tout. Parce que justement, je vais aller piocher ailleurs. Si j'ai pas la référence en histoire de l'art, en art plastique, soit je vais la chercher quand même pour pas passer pour une imbécile avec le public, mais je peux aller la piocher dans autre chose. Parce que ça va... Pardon, je suis moi aussi spectatrice. Donc je pense qu'il faut se nourrir. Et se nourrir, attention, c'est pas en ouvrant Netflix et en ayant tout le catalogue et en laissant jouer l'algorithme. C'est se laisser surprendre et être aussi acteur au bout d'un moment de ce qu'on va voir. La médiation, c'est plus que genré, il n'y a que des femmes qui font ce métier. Beaucoup. On va dire 90% de femmes. Alors pourquoi ? Le réseau, par exemple, là dont je parlais, le LMAC, il y a 50 personnes, il y a un homme. Voilà. Ça donne une idée un peu du ratio. Voilà. Il y a énormément de femmes. Il y a beaucoup d'hommes qui sont directeurs artistiques. Il y a beaucoup d'artistes hommes qui sont représentés. Les femmes, ça commence un peu plus, là, quand même. Parce que dès l'école des beaux-arts, il se passe des choses, quand même, maintenant. Mais voilà, il y a énormément de femmes. Les compétences que requiert mon poste, alors pour la partie projet, on va dire, c'est une capacité de coordination, une capacité de vision globale des choses en fait. Quand on imagine un projet et qu'on le pense et qu'on le coordonne, il faut penser à tout. Il faut anticiper. Mais ça a quand même un point commun avec la partie médiation. Je pense que la qualité première, c'est la bienveillance. On accueille des publics qui prennent un risque. Venir voir une expo, c'est prendre un risque. On va se confronter à la vision
du monde que propose un artiste, qui ne sera pas forcément la sienne, qui pourra peut-être être une violence pour nous, dans notre histoire, dans nos schémas. Et la deuxième, c'est le plaisir. C'est-à-dire que on est là quand même avant tout pour que les gens passent un bon moment. Et donc si déjà, ça m'arrivait avec des stagiaires qui, quand le public arrivait, faisaient la gueule. Bon, mais ça, c'est pas possible. Enfin, il n'est pas question d'être hôtesse et d'avoir le sourire et de tout le temps, de rire béatement quand quelqu'un rentre et tout ça. On peut aussi, on est des personnes, quoi. Mais le plaisir, parce que si on n'a plus de plaisir à regarder l'art, si on n'a plus de plaisir à le faire partager, à le transmettre à d'autres, alors il faut arrêter de faire ce métier, je dirais. Voilà. Mais j'ai rarement vu ça dans ce métier, parce que ça se renouvelle tout le temps, justement, puisque même s'il y a des situations ou des caractères, on va dire, qui se répètent, tout le monde est différent. Donc à partir de là, voilà, mais il faut être ouvert et il faut être très psychologue. C'est-à-dire qu'il faut être sensible, je dirais. Voilà, donc c'est que des compétences, c'est des savoirs être, quoi, qu'on a. Le premier atout de ce métier, je dirais que c'est d'être au contact. Être avec les artistes, parfois c'est pas facile, mais on est quand même au contact avec des gens qui réfléchissent et qui créent dans un monde contemporain. Et être au contact aussi du public, parce qu'on sent des choses. Là par exemple, sorti de ces 2 ans sans ouverture au public, c'est 1 an et demi, l'attitude des visiteurs est pas la même. Il y a une tristesse au fond des yeux quand les gens sont venus voir l'expo là en juin, et en même temps un sourire, une sérénité, se dire ah, ça fait du bien de revenir. Et bien sûr on peut se renseigner sur les actualités, lire les infos, lire les journaux, mais ce métier-là pour moi, c'est l'apport personnel que j'y trouve en tout cas, c'est d'être au contact du monde là en train de se faire. Et surtout d'avoir toutes les générations représentées et de se dire bon voilà comment sont les jeunes aujourd'hui, voilà comment sont les vieux aujourd'hui. Voilà, je suis pas vieille, mais à 36 ans je commence à sentir qu'il y a un changement de génération, et ça m'intéresse beaucoup d'être au contact de la jeunesse, mais pas que, pour voir la chose se faire, en train de se faire. Voilà. Donc ça pour moi c'est l'atout personnel. Ensuite l'atout que je vois à travailler à lieu commun, donc c'est moins le métier, mais c'est d'être dans une souplesse, une liberté, de travailler avec des collègues qui sont mes amis, de gérer mon temps, de pas faire quelque chose si j'ai pas envie de le faire, et ça je pense c'est aujourd'hui c'est un luxe. La contrainte, c'est d'être toujours en train de devoir justifier en quoi ce qu'on fait est important. Ça c'est plus qu'une contrainte, je dirais que ça peut être un poids parfois sur le long terme, parce que c'est assez épuisant, avec le politique surtout. Parfois le politique, là je cible personne en particulier, mais le politique a quand même tendance à considérer que la culture, c'est bien quand les gens s'amusent, quand il y en a, quand on peut dire, mais bon, des fois quand ça les intéresse pas, on peut l'enlever aussi. Et ça c'est un peu compliqué d'être dans quelque chose qui n'est jamais pérenne en fait, et qui n'est jamais sûr, et qui est jamais certain à 100%, c'est un peu complexe, je trouve, dans nos métiers. Mais c'est la médiation, mais c'est tous les métiers de l'art. C'est encore pire pour les artistes, je pense, mais qui sont tout seuls, qui sont pas au sein d'une équipe ou dans un lieu fixe. Voilà, au-delà de la précarité de ce secteur-là, c'est la justification. Il faut toujours dire en quoi on est important. Si quelqu'un est tenté de faire ce métier-là, je lui dirais fonce, essaye, et puis tu verras bien. Je suis pas persuadée que ce soit un métier qu'on doit faire toute sa vie, ou qu'on puisse faire toute sa vie. Justement pour les raisons que je viens de dire, l'épuisement, et en même temps c'est sans doute aussi pour ça qu'on peut le faire toute sa vie, parce que justement c'est jamais acquis aussi, et on est toujours en train de voir des nouvelles choses, donc si on a envie, il faut essayer, et puis de toute façon la vie nous montre aussi que il y a pas de chemin tout tracé. Nos grands-parents à la rigueur ils avaient un métier, ils y restaient toute leur vie, puis voilà. Aujourd'hui,
tous les gens que je connais qui étaient à la fac, qui avaient des métiers bien rémunérés, ils sont partis aller élever des chèvres je sais pas où, parce que au bout de 3 ans ils se sont dit bosser devant un ordi ça me saoule. Donc bon, voilà. Il faut savoir, hein, c'est toute la question, mais c'est la question d'une vie, je pense. Qu'est-ce qui compte le plus? Est-ce que c'est la question du sens, ou est-ce que c'est la question de la reconnaissance sociale, et donc du salaire qui va avec? Si on y trouve du sens, il faut essayer. Si on ne trouve plus le sens, il faut arrêter. Voilà. Un jour, il y a une enseignante qui me contacte d'une école privée catholique à côté de lieux communs, justement sur cette même expo là, sur l'hybridation. Elle me dit oui, je voudrais venir visiter l'expo, mais bon, c'est mercredi après-midi, c'est un peu embêtant, j'ai mon fils. Ah bon. Et je sais pas, j'étais pas à l'aise, elle arrive, elle commence à me prendre la tête, à me dire ouais, mais cette expo, je sais pas si je vais pouvoir la visiter, il y a quand même des parents qui seront là, on lit la Bible, enfin, par rapport au créationnisme et tout ça, c'est un peu bizarre de voir des hybrides animaux. Et son fils était pénible, et là, on l'avait dans les pattes, j'en avais super marre. Bon, et là, déformation professionnelle, mais grosse erreur, j'attrape une feuille, des crayons, et je dis à l'enfant, tiens, mais va dessiner, pour qu'il nous laisse tranquille. Puis bon, on parle avec l'instit, tout ça, et le gamin revient, et dit tout heureux à sa mère, j'ai fait un dessin. Ah oui, elle lui dit, et montre. Et moi, je vois qu'il n'a pas dessiné sur les feuilles, en fait. Et donc, il y avait un artiste qui était là, un artiste taïwanais, en plus, qui comprenait pas un mot français et très peu l'anglais, qui faisait que des très très grands formats, qui lui prenait des heures entières avec des stylos bic rouges. Et en fait, je me rends compte que le petit garçon avait dessiné sur une des œuvres. Voilà, avant l'expo, hein, l'expo n'avait pas commencé. Et donc j'ai pleuré. Maintenant, j'en rigole beaucoup. Parce que d'une part, j'étais en colère, bien sûr, contre cette dame qui, en plus, au final, n'est jamais venue voir l'expo. Ce gamin qui était pénible. Et surtout, je m'en voulais à moi d'avoir fait la médiatrice, là, à dire, bon, voilà, allez, c'est bon, t'as qu'à prendre des feutres, sans vérifier où c'est qu'il était parti dessiner. Voilà. Mais bon, l'artiste a été très gentil. Voilà. Ça peut être ça aussi, la médiation. Découvrez les métiers de la photographie et de l'exposition avec le bus Espace culturel mobile.